Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que je fais pour revenir sur l'indépendance de l'Inde, de l'Algérie et de l'Afrique subsaharienne. Donc on va voir en fait une explication un peu détaillée de cette frise chronologique que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter. Je ne vais pas tout vous expliquer encore, mais comme vous avez un travail à faire sur l'indépendance de l'Inde et de l'Algérie, je voudrais vous donner un complément en vidéo, des explications pour vous aider à vous y retrouver dans le dossier que vous allez faire. Voilà. Alors, quand on parle de l'Inde, est-ce qu'il faut parler de l'Inde ou des Indes? Eh bien, on disait à l'époque les Indes britanniques, parce que l'Inde, c'est un monde pluriel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule religion, une seule langue, c'est pas une nation, d'accord? Vous aviez des peuples différents qui avaient une culture commune, qui formaient les Indes. On disait l'Empire des Indes. Et dans cette Inde britannique, dans ces Indes britanniques, vous avez en fait deux populations principalement. Vous avez la grande majorité des gens, à peu près 300 millions de personnes, qui sont des hindous, donc qui sont de culture et de religion hindoue, et vous avez 100 millions de musulmans. Vous avez autrement d'autres peuples qui sont plus minoritaires, mais qui vont jouer un rôle moindre dans l'indépendance. Alors, le personnage clé de l'indépendance de l'Inde, c'est cet homme, c'est le Mahatma Gandhi. Vous le voyez sur l'image de gauche, là, quand il est jeune. Après ses études de droit qu'il a fait en Angleterre, il faut bien comprendre que Gandhi n'est pas quelqu'un qui est issu d'une pauvre famille ou d'une classe très inférieure de l'Inde. C'est un fils de la bourgeoisie indienne qui fait des études brillantes, qui devient avocat après avoir fait des études en Angleterre, donc qui appartient à l'élite intellectuelle de son pays. Il va donc, partant des Indes, étudier en Angleterre, il va pratiquer le droit comme avocat en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud étant un dominion d'une colonie anglaise. Et là-bas, il y avait une forte minorité indienne, des Indiens qui étaient partis travailler, notamment dans le secteur du commerce, des mines, etc. là-bas. Donc, il va d'abord défendre les Indiens en Afrique du Sud, et au début des années du 19e siècle, 20e siècle, pardon, vers 1912, je crois, 1912, il revient aux Indes, et en 1915, eh ben, il rejoint le parti du Congrès. Alors, vous le voyez ici, en 1924, mais le parti du Congrès indien, c'est le parti nationaliste hindou qui veut l'indépendance de l'Inde, mais pas uniquement pour les hindous, qui veut une Inde débarrassée de la colonisation. Et Gandhi va se mettre à jouer un rôle très important. Et il va être aidé pour ça d'un homme qui s'appelle Nehru, qui est plus un politicien, d'accord? Nehru sera son partenaire. Gandhi, c'est un peu la figure, comment dire, populaire, qui mène les actions, mais c'est pas lui qui va être le politicien, d'accord? C'est-à-dire celui qui ira négocier au nom du parti du Congrès, c'est Nehru. Donc c'est son bras droit, et ils sont évidemment tous les deux très proches. Ne pas oublier un troisième personnage dans cette histoire de l'indépendance de l'Inde, qui est ce monsieur qui s'appelle Ali Jinnah. Ali Jinnah n'est pas hindou comme Gandhi et Nehru, c'est un musulman, et qui lui va participer à travers un parti qui s'appelle la Ligue musulmane. Il va participer à l'indépendance de l'Inde, mais lui demandera très rapidement, dès la fin des années 20, il demandera à ce qu'on fasse deux pays séparés, un pays pour les musulmans, un pays pour les hindous. Pourquoi? Parce qu'il craint que les musulmans étant minoritaires dans les Indes, il a peur que les hindous fassent passer des lois qui nuisent aux musulmans. Donc il préfère avoir un pays qui soit plus petit, avec les musulmans où ils puissent vivre selon leurs propres règles, que de se retrouver opprimés par la majorité hindoue. Pourquoi il pense ça? Parce qu'il sait que, historiquement, il n'y a jamais eu un seul État indien. L'Inde était divisée entre différents Rajasthan et différents royaumes. Donc, pour la première fois, ça risquerait de créer un État où hindous et musulmans seraient dedans, et comme la majorité est hindoue, Ali Jinnah a peur que les musulmans soient brimés ou aient moins de droits que les autres, une plus faible représentation. Donc je dis ça parce que souvent il est un peu caricaturé et perçu comme étant le méchant de l'affaire qui n'a pas voulu l'unité indienne, etc. Les choses sont plus compliquées. Alors, Gandhi, il a une stratégie qu'on appelle la désobéissance civile. Il dit, pour obtenir l'indépendance, ça sert à rien de faire des attentats ou de se soulever militairement contre les Anglais. Ça ne fera que causer des morts. Il dit, il faut faire de la désobéissance. Alors, en 1930, vous voyez sur cette image, il va lancer un grand mouvement qu'on appelle la marche du sel. Le sel, bon, il y avait un impôt sur le sel, et seuls les Indiens étaient obligés d'acheter le sel aux Anglais. Et Gandhi va commencer à boycotter le sel anglais, et dire aux Indiens, symboliquement, de produire eux-mêmes leur propre sel. Ce qu'on appelle une révolte fiscale. C'est-à-dire, ils refusent de payer certains impôts. Et l'idée de Gandhi, c'est que pacifiquement, il faut entraîner la population indienne dans une révolte
contre le colonisateur anglais pour que rien ne fonctionne. Il faut désobéir en fait aux ordres. Mais pacifiquement, ça sert à rien d'aller se battre. La spirale de la violence ne servira à rien. Pacifiquement, on va refuser d'obéir jusqu'au moment où le colonisateur anglais, la puissance coloniale, sera finalement obligé de reconnaître que si on n'est pas d'accord, eh ben, ça fonctionne pas. Donc, c'est l'idée de la non-violence qui est prônée par Gandhi, la lutte non-violente, qui va s'avérer assez efficace. Donc, pendant toutes les années 30, il va mener ce mouvement de désobéissance civile. Et en 1942, il va lancer, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que les Indiens étant une colonie, l'Inde étant une colonie anglaise, les Indiens sont mobilisés au service de l'effort de guerre par les Anglais. Et Gandhi va lancer ce moment-là en disant, il va lancer à ce moment-là, un mot d'ordre, un mouvement qui s'appelle Quit India. En gros, c'est simple, c'est on veut bien vous aider dans la guerre, par contre derrière, vous quittez le pays. Grosso modo, je simplifie, mais c'est ça. Et le mouvement Quit India, les Anglais étant pris dans la Seconde Guerre mondiale, là, ils vont être obligés de faire d'énormes concessions. Et ce mouvement va durer durant l'année 42, 43, 44, 45, 46. Et fin 46, début 47, vous avez la négociation de l'indépendance de l'Inde qui se fait. Alors, on voit ici Nehru, on voit Ali Jinnah, et au milieu, c'est Lord Mountbatten, qui était le vice-roi des Indes, qui représentait le gouvernement anglais. Et les Indiens obtiennent leur indépendance en 1947. Cette indépendance, conformément aux souhaits, aux désirs d'Ali Jinnah, eh ben, les Anglais vont accorder une partition, c'est-à-dire qu'on va créer plusieurs parties à partir de ce qu'étaient les Indes britanniques. On va créer un Pakistan occidental et oriental, donc 2 États pour les musulmans, d'accord. Un hindouistan, grosso modo, qui est l'Inde actuelle, ok, où vivront les populations à majorité hindoue. Alors ici, l'Hyderabad, à la base, il devait pas être, intégré à l'ensemble, mais l'hindouistan va l'intégrer directement. Ce qu'on appelle l'Union indienne aujourd'hui. L'hindouistan, c'est l'Union indienne que vous voyez en orange. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand même une dizaine d'années plus tard, fin des années 60, début des années 70, le Pakistan oriental va se séparer du Pakistan occidental et va devenir le Bangladesh. Donc à terme, on aura 3 pays qui vont découler de la partition des Indes. Vous constatez avec les flèches là qu'on a des mouvements de réfugiés, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Eh ben, une partie des musulmans qui vivaient dans l'Union indienne, donc dans les territoires hindous, vont partir pour le Pakistan. Les hindous qui vivaient dans les zones à majorité musulmane vont partir vers l'Inde. Et donc, il va y avoir le plus grand transfert de population juste après l'indépendance. Vous voyez, 1947, 15 août 47. 48, Gandhi sera assassiné en fin janvier 48, donc il verra à peine l'Inde indépendante. Et en fait, pendant toute l'année 47-48, on a ces millions de personnes qui fuient leur région d'origine pour aller soit dans l'État hindou, soit aller dans les États musulmans. Il y aura des massacres, il y aura un début de guerre civile, ça va être extrêmement violent. Et donc cette partition indienne, elle va déboucher sur quoi? Finalement sur un mouvement une quasi-guerre civile et un éclatement de l'Inde, d'accord? C'est ça l'indépendance de l'Inde. Si elle a commencé très pacifiquement, elle termine quand même avec des violences et des millions de réfugiés. L'histoire de l'Inde avec l'Angleterre ne se termine pas là, puisque vous voyez, je vous avais déjà parlé du Commonwealth. Les Anglais proposeront à tous les pays à qui ils donneront l'indépendance de garder des liens avec eux à travers cette organisation internationale qu'on appelle le Commonwealth, qui est un partenariat, un réseau d'échanges, donc qui permet de maintenir des liens et d'assurer la prospérité commune. Donc voilà très grosso modo pour l'Inde, pour vous aider à vous y retrouver dans les activités que vous aurez à faire là-dessus. Alors maintenant la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie elle commence en 1954, juste au lendemain de la guerre d'Indochine. Et quel est le problème entre guillemets en Algérie? C'est très simple, c'est que l'Algérie c'est plus qu'une colonie pour les Français, l'Algérie c'est la France. Alors on va voir ici les quelques figures du nationalisme algérien. Alors, Abdelkader, vous vous souvenez de vos cours de l'an dernier, il avait résisté à la colonisation française. Il sera battu par le maréchal Bugeaud, général à l'époque, il deviendra maréchal après, en 1847. Et il sera, c'est le héros, si vous voulez, de la résistance algérienne à la colonisation française. Ensuite, il y a 2 hommes, Messali Hadj, dans les années 30, qui va fonder le Parti du peuple algérien, le PPA, d'accord ? Et vous aurez Ferhat Abbas qui va fonder le FLN. Il se trouve que nous, on parlera que du FLN, mais retenez qu'il n'y a pas qu'un mouvement indépendantiste algérien, il y en a plusieurs. Mais c'est le FLN qui va l'emporter sur tous les autres. Alors,
on va regarder un peu cette chronologie. On va commencer ici par le 1er novembre 1954. Là, tout ça en rouge. Alors, 1er novembre 1954, le FLN lance une série d'attentats et une insurrection armée dans toute l'Algérie. Alors c'est simple, attentats dans les villes, on attaque des colons français, des gens qui avaient des fermes dans les campagnes. Il y a des attentats en ville, je l'ai dit. Voyons comment c'est traité par les journaux à l'époque. L'idée, c'est de déclencher une guerre, une révolte armée pour chasser les Français d'Algérie. Sachant qu'en Algérie, vous avez 10% de la population qui est européenne et 90% de la population qui est musulmane. Vous voyez, hein, on vous parle de hors-la-loi, on ne cite pas les revendications du FLN, ni même le nom du FLN, ni la volonté d'indépendance. Ce sont des attentats, on envoie la police et l'armée. Alors il y a un mot qui est revenu, c'est les Aurès. Alors les Aurès, c'est un massif montagneux qui est ici, vous voyez, c'est marqué là, de Aurès, qui va être vraiment un des cœurs de la guerre d'Algérie, parce que le FLN, fin 54, début 54, va y constituer, alors c'est marqué foyer d'insurrection, il faut bien comprendre que c'est des maquis. C'est-à-dire qu'il y a des combattants qui vont se cacher dans les villages, dans la montagne, comme ce qu'on a vu hein, pendant la Seconde Guerre mondiale ou en France. Les gens prenaient le maquis, c'est-à-dire les gens se réfugient dans les montagnes, et là, ils vont harceler l'armée française, etc. Donc l'armée française sera envoyée combattre dans 2 zones, on verra. Alors il y aura dans les villes de la répression, mais le gros de la guerre d'Algérie se déroule dans les campagnes, dans ces villages et dans ces massifs montagneux, principalement les Aurès et aussi la Kabylie. Alors vous voyez là les événements et les affrontements. Bon bah on a la série d'attentats qu'il y a en 1954 en novembre. Il y aura des attentats donc, pendant toute la guerre d'Algérie, notamment dans les villes. J'en reviendrai là-dessus plus tard. Et à l'extérieur, le FLN a constitué des bases, parce qu'évidemment le Maroc et la Tunisie sont indépendants. Donc ils ont, si vous voulez, leurs bases arrières qui sont là. Ils franchissent la frontière et ils essayent de passer. À tel point que les Français vont finir par électrifier toute la frontière, c'est-à-dire mettre des barbelés électriques surveillés pour empêcher les infiltrations. Retenez sur cette carte une chose importante. On a 3 départements en Algérie. Pour les Français à l'époque, l'Algérie, les départements d'Algérie, c'est comme, si vous voulez, les Côtes d'Armor, la Seine-Saint-Denis, le Vaucluse, le Var, que sais-je, la Moselle, ou la Loire-Atlantique, ou le Morbihan. Ce sont des départements, l'Algérie, 3 départements qui font partie intégrante de la France. Ce qui vous explique que beaucoup de Français, s'ils voudront garder l'Algérie, s'y accrocheront, que ça va être aussi douloureux et aussi long. Et vous voyez que dans les villes, grosso modo, la population européenne, hein, c'est marqué là, elle est majoritaire, en gros, dans les villes à Alger, Oran, Constantine aussi, d'ailleurs, je crois, où il y en a au moins un tiers, mais en tout cas Alger, Oran, majoritaire. Et donc la population européenne, elle est concentrée dans les villes où elle vit à l'européenne, et dans toute la campagne, et ben, il y a les Algériens, les musulmans, les Kabyles, etc., qui vivent dans leurs villages, même si on en trouve aussi beaucoup dans les villes aussi. Hein. Mais il faut comprendre que les campagnes ne sont pas du tout peuplées d'Européens, sauf quelques fermes avec des grandes exploitations qui sont possédées majoritairement par des Européens. Donc, 1955, vous voyez, envoi du contingent français en Algérie. Novembre 54, on a les attentats, et à partir de fin 54, début 55, on a les premiers maquis qui se constituent, les maquis FLN qui se constituent dans les Aurès et dans toutes les zones de montagne. Et comme les troupes sur place et la gendarmerie n'est pas suffisante pour les réprimer, le gouvernement français, la 4e République, retenez ça s'arrête en 58, c'est important. Ce gouvernement français décide d'envoyer le contingent. C'est quoi le contingent? C'est très simple, ce sont les appelés, c'est-à-dire les gens qui font leur service militaire. Jusqu'ici, il n'y avait que des gendarmes ou des militaires professionnels. Et là, on décide pour rétablir l'ordre, entre guillemets, en Algérie, c'est-à-dire pour mener la guerre d'Algérie, qu'on n'appellera jamais la guerre d'Algérie à l'époque. On parlera de pacification, d'opération de maintien de l'ordre, ou d'événements d'Algérie. Mais pour maintenir l'ordre et pour réprimer le soulèvement du FLN, eh ben on envoie les gens qui sont appelés à faire leur service militaire. C'est-à-dire pas des professionnels. Ce qui vous explique que vous avez des millions de Français qui feront la guerre d'Algérie parce qu'ils feront 2 ans de service militaire là-bas. Donc les maquis FLN se forment. Donc vous voyez ici des maquisards du FLN. Hein. La répression va suivre très rapidement. C'est-à-dire que l'armée française ratissera, bombardera les villages dont on soupçonne d'être pro-FLN. Il y aura un grand nombre de combats. Fin 57, début 58, les maquis commencent à être écrasés parce que la réaction militaire française, les Français sont mieux équipés, mieux entraînés, donc les maquisards se feront arrêter, mais la population aura pris fait et cause pour l'indépendance. La population algérienne, je ne parle pas des Européens, je parle des musulmans d'Algérie,
seront pour l'indépendance. Et évidemment, il y aura un certain nombre de violences, d'humiliations, de tortures et de crimes qui seront commis par l'armée française, mais pas que. C'est-à-dire que dès qu'un Algérien est soupçonné d'être pro-armée française ou de ne pas être pour l'indépendance, il est égorgé par le FLN. Je veux dire, c'est une guerre à mort. Mais l'armée française ne va pas y tirer des grandes heures. Dans l'Aurès encerclé, les opérations de ratissage se poursuivent. Secteur par secteur, la montagne va être contrôlée jusque dans ses moindres recoins pour y faire renaître le calme et la sécurité. Un important engagement a eu lieu dans les environs de Trouk, où une unité parachutiste a pénétré dans le village d'Akrish en flammes. Les hors-la-loi ont laissé quelques morts et plusieurs blessés. Ratissage dans la montagne, interrogatoire des suspects, vérification d'identité des habitants, appel aux populations à se réfugier dans les secteurs de sécurité. Toutes ces mesures ne manqueront pas de ramener le calme dans l'Aurès. Déjà, des groupes descendent de leur mechta perdu. On attend la population entière du Loir Ishmoul. Premières annonces, espère-t-on, de la fin de la crise. Bon, la crise, comme on dit là, contre les hors-la-loi, pour pas nommer la guerre d'indépendance menée par le FLN, pour pas appeler ça guerre d'Algérie, non, la crise ne va pas s'arrêter, c'est-à-dire que les opérations militaires vont s'intensifier, il y aura de plus en plus de combats, je vous dis, de plus en plus de violences, et les populations civiles vont être prises entre deux là-dedans. Ça va quand même être de plus en plus terrible. Vous aurez des attentats qui vont continuer dans les villes, d'accord ? Donc les Européens seront pris pour cible par le FLN dans les villes, et dans les campagnes, si vous voulez, les populations civiles algériennes musulmanes se feront les frais de la répression, quoi. Alors, ça va durer 2 ans, la répression des maquis. 1957, il y a ce qu'on appelle la bataille d'Alger. Alors, ce qu'on appelle la bataille d'Alger, c'est pas une bataille avec des tanks. C'est qu'en fait, le FLN était bien implanté dans la ville d'Alger, et notamment dans un grand quartier musulman qui s'appelle la Casbah. Et là-dedans, il avait, si vous voulez, ses bases. La résistance FLN était là et était un peu chez elle. Et il y avait des campagnes d'attentats qui étaient menées, comme je vous ai montré avant. Et pour mettre fin aux attentats et écraser le FLN à Alger, l'armée va boucler littéralement la ville, et pendant plusieurs mois, l'armée française va arrêter absolument tous les suspects, on pratiquera la torture massivement, pour arrêter tous les gens qu'on soupçonne d'être pro-FLN, et effectivement, ces méthodes-là, qui sont terribles, vont porter leurs fruits, c'est-à-dire que la bataille d'Alger, à la fin 57, le FLN n'a plus les moyens de mener des campagnes d'envergure à Alger et dans les grandes villes, et il a perdu le contrôle. Simplement, la population, vu les violences qu'elle a subies, la population musulmane, les arrestations, les tortures, les crimes qui ont été commis, elle va complètement basculer du côté du FLN et va le soutenir. Ce qui fait que ce genre de pratique hyper répressive où on met en place tous les moyens, le côté tous les moyens sont bons pour empêcher quelque chose, ça fera basculer définitivement la population musulmane algérienne du côté du FLN. Parce que si vous voulez, une partie des Algériens étaient nationalistes, voulaient l'indépendance, mais n'étaient pas forcément tous derrière le FLN. Vu la répression qui est menée notamment à ce moment-là, ça va couper en grande partie la population algérienne de la population européenne et faire que la guerre, en fait, si elle est quasiment gagnée militairement par les Français, c'est-à-dire que le FLN n'a plus les moyens de faire des grandes campagnes d'attentats, de tenir des maquis, etc., elle est perdue politiquement parce que la population algérienne rejette massivement la présence française et qu'en France aussi, on a énormément de gens qui réclament la négociation, la paix, parce que on a des Français qui meurent là-bas, on sait qu'il y a des choses terribles qui s'y déroulent, et donc la population française de métropole n'en veut plus de cette guerre. Et en fait, dans le monde entier, on regarde la France en disant « Mais vous êtes en train de mener une guerre abominable en Algérie, qu'est-ce que vous faites ?» Alors voyons, je vous montre les actualités de l'époque sur la bataille d'Alger. Bon, vous l'avez compris, ce qui se passe à partir de la bataille d'Alger, c'est que l'armée, en fait, prend complètement le contrôle de la situation en Algérie et prend le pouvoir. Pourquoi ? Parce que les hommes politiques ne savent pas quoi faire, ils sont nuls, il faut le dire, ils sont complètement incapables de gérer cette crise, parce qu'ils... D'un côté, leur discours, c'est jamais de négociation, et de l'autre côté, ils disent, quand même, ils voient bien que, je veux dire, la situation coloniale pourra pas durer, ils savent parfaitement ça pour beaucoup d'entre eux, mais ils n'ont pas le courage de faire ce qu'il faut.
et notamment parce que la population européenne d'Algérie, qu'on appelle les pieds noirs, ne veut pas entendre parler d'indépendance ou de négociation avec le FLN. Donc en métropole, on commence de plus en plus à en avoir marre de cette guerre et à vouloir négocier avec le FLN et à soutenir quelque part le FLN et l'indépendance en disant il faut la paix, il faut arrêter avec cette guerre. Et en Algérie, les Européens ne veulent pas. Alors en 58, les Européens d'Algérie vont commencer à se révolter contre le gouvernement de Paris parce qu'ils le soupçonnent de négocier avec le FLN. Ils ont entendu parler qu'il y a des contacts qui avaient été pris. Et donc vous avez des manifestations gigantesques dans Alger, Oran, Constantine, où effectivement, soutenus par l'armée, les pieds noirs et les militaires défilent en disant aucune négociation avec le FLN, on ne lâche rien, et Algérie française. Donc là, le gouvernement est terrorisé, le gouvernement de Paris a peur d'un coup d'État et d'un soulèvement généralisé, et on va rappeler qui? Le général de Gaulle, en se disant c'est un militaire, il a une image et une aura dans la population, qui sera capable. Alors, chacun capable de quoi? Chacun pense ce qu'il veut. C'est-à-dire, pour les Algériens, ils se disent De Gaulle nous gardera l'Algérie française. Et pour les métropolitains, les gens, alors les Algériens, les Européens d'Algérie, se disent De Gaulle va nous garder l'Algérie française. Et pour les Français de métropole, ils se disent De Gaulle va lâcher l'Algérie. Bon. Bref, j'en reviendrai plus tard sur les étapes de l'arrivée au pouvoir de Gaulle, quand on parlera de la naissance de la Ve République. Mais ce que va faire De Gaulle, c'est qu'il va changer la République française pour pouvoir gouverner comme il veut. Il obtient les pleins pouvoirs. Vous voyez là, ça change de couleur parce que 58, retour de Gaulle au pouvoir. De Gaulle, dernier président du Conseil, donc chef du gouvernement, devient président de la Ve République à partir de 58. Et dès septembre 1959, une fois qu'il a bien la situation en main, il fait un discours sur l'autodétermination. C'est simple, il dit pour mettre fin à la crise, je dis, dans un délai de 4 ans, on aura 3 solutions. Soit les Algériens vont se séparer, la sécession, donc devenir indépendants, soit on francise toute l'Algérie, et donc c'est une intégration totale de l'Algérie à la France, soit on s'associe, c'est-à-dire on fait un régime un peu mixte où l'Algérie est autonome dans une association avec la France. Bon, ça va déclencher la fureur des Européens d'Algérie, des pieds noirs, qui vont se sentir trahis. En 61, il y aura une tentative de coup d'État raté des généraux soutenus par une partie de la population française d'Algérie, généraux qui refusent absolument l'idée d'indépendance, donc ils vont tenter un coup d'État militaire, mais De Gaulle reprendra la main, on en reparlera dans un cours plus tard, mais comprenez que là on était à 2 doigts d'un coup d'État militaire, et puis de la mise en place d'un gouvernement, d'une dictature militaire en France. Le putsch de 61, ça a été vraiment, on est passé à 2 doigts de quelque chose de tragique. La guerre d'Algérie étant tragique déjà, mais bon, ça rajoute encore. De Gaulle récupérera la main. 1962, il avait commencé dès 61 et 62, il négocie avec le FLN ce qu'on appelle les accords d'Évian, parce qu'ils vont à Évian. Évian est une station balnéaire, donc on peut accueillir des stations thermales, pardon, pas balnéaires, thermales, mais donc il y a des hôtels, on peut accueillir des délégations. Et De Gaulle va négocier l'indépendance avec le FLN. Le 18 mars 62, les accords d'Évian sont signés, donc il y a un cessez-le-feu. Les combats s'arrêtent en Algérie. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Eh bien, il y a le départ des pieds noirs d'Algérie. D'accord? L'indépendance est acquise le 18 mars. Quelques semaines après, les pieds noirs, donc les Européens d'Algérie, partent massivement. Contrairement, le FLN avait dit qu'il pourrait rester. En réalité, il va commencer à y avoir des massacres d'Européens en Algérie. L'armée française ne bougera pas. Donc les Européens vont fuir massivement. Certains avaient commencé à partir avant. Mais on a quasiment 1 million de personnes qui débarquent en métropole et qui ont tout abandonné. Je veux dire, le slogan du FLN, c'était la valise ou le cercueil. Donc les gens ont fait leur valise et sont partis. Donc ça a été un drame pour ces gens-là. Je vous montre l'interview de l'époque, quoi. Madame, s'il vous plaît, puis-je vous demander de quel point précis vous arrivez? D'Alger? Oui. Est-ce que vous avez eu des difficultés à prendre l'appareil? Oh, plutôt, oui. Oui, comment ça s'est passé? Bon, écoutez, je suis restée de 4h30 à ce matin, à 11h, à l'aérodrome d'Alger. Oui. Dans des conditions absolument effroyables, et je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde à l'aéroport? Oui, à partir de 6h du matin, vous avez des gens qui arrivent et qui stationnent derrière les barbelés à l'entrée
Et pour arriver jusqu'à l'aéroport, est-ce qu'il y a des difficultés? Non, pour arriver, non, c'est pour y entrer. Nous, on était dedans, d'accord, mais dehors, il y avait au moins 500 personnes qui attendaient encore pour Oui. partir. Au point de vue départ, c'est un peu mouvementé, mais enfin, quand même, le temps s'y prête aussi, ma foi, c'est pas méchant. Vous avez éprouvé des difficultés pour embarquer dans un avion? Ben, les difficultés physiques, parce que nous avons été obligés d'attendre devant l'aérodrome, et je ne sais pas si c'est un manque d'appareil ou... C'est plutôt un manque d'appareil, parce que quand même l'affluence, il y a du monde, mais le monde attend, surtout parce que les militaires et les permissionnaires, je ne sais pas qui passe devant, mais enfin, ils ont priorité. Alors on attend. Est-ce que vous pensez rester définitivement en France? Monsieur, le problème est tellement difficile. Oui, vous ne savez pas encore. Si vraiment il y avait l'indépendance, c'est impossible de retourner. C'est ça. C'est impossible. C'est pourquoi les femmes et les enfants viennent. Et comment était la situation au moment de votre départ? Affreuse, monsieur. On ne peut pas dire autre chose. C'est terrible. C'est terrible. Ce qui se passe, c'est affreux. On ne peut pas trouver de mots pour exprimer exactement ce qu'il y a. Aussi bien pour nous que pour eux. Donc vous voyez, les deux populations se séparent, c'est-à-dire que les Européens d'Algérie, les pieds noirs, quittent massivement le pays à l'indépendance. Alors il y aura des vagues de violence encore, hein. Je ne rentre pas dans tous les détails de la guerre d'Algérie. Retenez que le 5 juillet, officiellement, c'est l'indépendance. Alors, cette guerre aura été très meurtrière. Les premières victimes en termes de nombre sont les civils algériens, bien évidemment. Il y aura eu des dizaines de milliers de morts français, des milliers de militaires français, des milliers de civils aussi qui vont mourir. Il y aura des massacres de part et d'autre, de la torture. C'est toujours quelque chose de très douloureux. Alors, je rentre pas plus dans les détails pour pas complexifier plus que ça. J'essaie de vous donner un aperçu global. Vous irez plus loin là-dessus. Il y a des bons documentaires. Et au lycée, vous reviendrez là-dessus. Mais voilà, ça vous donne un aperçu d'ensemble de ce qu'a été la guerre d'Algérie et l'indépendance de l'Algérie. Alors, 2 ans avant l'indépendance officielle de l'Algérie, c'est l'Afrique subsaharienne, hein, qu'on appelle l'Afrique noire, qui devient indépendante. Alors là, ça se fait beaucoup plus pacifiquement. C'est-à-dire que De Gaulle, rappelez-vous, est arrivé au pouvoir en 58. En 59, il commence à mettre en place l'autodétermination pour l'Algérie. Mais il met en place surtout l'indépendance pour toutes les colonies africaines, les colonies françaises d'Afrique. Et comme vous le voyez sur cette carte, en 1960, l'immense majorité des colonies d'Afrique et toutes les colonies françaises deviennent indépendantes. Donc voilà, je vous mets en lien un reportage, petit documentaire qui fait 20 minutes et qui date de 1962, qui est un retour à la télé française sur la décolonisation et qui résume bien tout ce que vous avez besoin de savoir là-dessus. Donc je vous invite à le regarder. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair et que ça vous permettra de faire votre travail dans de bonnes conditions. N'oubliez pas d'être précis, de bien chercher dans les documents et de faire une rédaction structurée, organisée, claire, où tout soit expliqué de la façon la plus logique qui soit. Je vous remercie.